Bonjour à tous, il est 13h pile, l'heure de commencer ce webinaire sur, nous avons organisé Énergie Partagée et le RTES sur les politiques de SS. Est-ce que c'est un levier pour les projets d'énergie renouvelable citoyens, ou plutôt comment ça peut être un levier pour les projets d'énergie renouvelable citoyens? Donc, c'est d'abord Justine Pelemeul et Chloé qui vont s'exprimer. Justine Pelemeul, donc, qui est animatrice nationale chez Énergie Partagée, coordinatrice de l'animation nationale chez Énergie Partagée, et Chloé Séché, donc, du RTES, qui va vous présenter aussi le RTES et ses actions. Et puis nous aurons le témoignage au pied levé de Robert Rochaud. Robert Rochaud qui a pu remplacer au dernier moment donc un témoin qui était prévu initialement. Robert a été élu de 1995 à 2014 à la mairie de Poitiers. Donc, il connaît bien ce côté-là du fauteuil. Et puis, aujourd'hui, il est très impliqué dans un projet d'énergie renouvelable citoyen qui est justement monté en SIC. Et donc, ce double point de vue sera, à mon avis, très intéressant. Donc, je vais tout de suite laisser la parole, déjà vous remercier d'être présent à ce webinaire, et laisser la parole à Chloé Séché, il faut activer son micro. Chloé, voilà. Bonjour Chloé. Et pour vous présenter donc le RTES et un peu le contexte de ce webinaire et du travail qu'on a fait ensemble avec Énergie Partagée. À toi Chloé. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Chloé Séché, chargée de mission au RTES, et nous sommes ravis au RTES d'organiser ce webinaire en partenariat avec Énergie Partagée sur les politiques de SS, un levier pour les projets d'énergie renouvelable citoyens. Quelques mots d'abord sur le RTES. Donc, RTES pour Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. C'est un réseau qui a été créé en 2002 par un certain nombre d'élus qui venaient d'avoir des délégations à l'économie sociale et solidaire et qui ont souhaité créer un espace de coordination nationale et de partage d'expériences sur les politiques qu'ils développaient. Aujourd'hui, le RTES compte 130 collectivités sur tout le territoire métropolitain et outre-mer, qui peuvent être autant des communes, des intercommunalités, des départements et des régions, qui ont en commun de développer des politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire, et qui partagent même des engagements autour d'une charte sur le développement et le soutien à l'économie sociale et solidaire. Le RTES, concrètement, aujourd'hui, développe tout un ensemble d'outils pour accompagner ses membres et valoriser les politiques développées par ses membres. Donc, voilà, on va être sur des outils de communication, des fiches dénichées pour vous qui mettent en avant des initiatives, des points de repère qui font vraiment un focus sur une problématique particulière. Vraiment, cela, je vous invite à consulter le site du RTES, qui est un site vraiment ressource, qui organise des temps d'échange et des formations pour ces collectivités sur différentes thématiques. Et puis, aux échelles nationales et européennes, le RTES est aussi un espace de plaidoyer pour défendre la place de l'économie sociale et solidaire dans les politiques nationales et européennes, mais aussi pour défendre le rôle des collectivités territoriales dans le développement de ces politiques. Peut-être sur la façon dont les membres du RTES, la vision partagée au sein du RTES par rapport à l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment une vision transversale, c'est-à-dire qu'on considère que l'économie sociale et solidaire n'est pas tant une politique publique en soi, mais qu'elle croise l'ensemble des politiques publiques et donc des secteurs. C'est davantage une façon de concevoir le développement territorial pour les collectivités. Et puis, une vision large de l'économie sociale et solidaire qui permet de répondre aux enjeux majeurs, aux défis actuels, tant sur le plan économique, mais aussi social, environnemental et démocratique. Et c'est vrai que là, ça fait
Très clairement le lien avec, le webinaire qu'on organise aujourd'hui, en lien avec Énergie partagée, puisqu'on voit bien que les projets d'énergie, renouvelable citoyens sont vraiment à la croisée, de ces différents enjeux, qui renouvellent, les pratiques en matière de production d'énergie, mais aussi en matière de finances et de gouvernance. On aura l'occasion de le voir, mais ce sont des projets qui supposent un dialogue et une gouvernance partagée entre des élus, enfin des collectivités territoriales, des citoyens et des acteurs d'un territoire, qui recentrent la finance et l'épargne sur les territoires et qui bien sûr voilà, permettent une autre production de l'énergie qui permet de répondre donc en local, et des énergies renouvelables qui permettent de répondre aux grands enjeux de la transition énergétique. Du coup, aujourd'hui, on souhaitait montrer que c'est possible de produire et de consommer de l'énergie en proximité, et de voir comment les collectivités territoriales peuvent s'en emparer pour mieux maîtriser les choses. Voilà, donc Julien Arnaud l'a déjà présenté, mais on a donc fait appel pour cela à 2 personnes qui vont intervenir. Donc Justine Peumel, qui est responsable du pôle animation d'énergie partagée, et Robert Rochaud, qui est ancien élu à la mairie de Poitiers et actuellement investi dans une SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, sur Poitiers, et qu'on remercie fortement d'avoir répondu à l'invitation au dernier moment. Voilà, je pense que je repasse la parole à Julien Arnaud, si je ne me trompe pas, pour des détails. Eh ben, oui, alors merci Chloé pour cette introduction. Et effectivement, alors juste pour un petit mot pour tous nos spectateurs, y compris d'ailleurs sur Facebook, puisque le webinaire est relayé sur Facebook. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Converser, et sélectionnez bien tous les conférenciers et tous les participants de façon à ce que tout le monde voit votre question et qu'il n'y ait pas de redondance ensuite. Et moi, je les sélectionnerai au moment opportun, quand je sens que je peux déranger les conférenciers dans leur conférence, dans leur déroulé. Eh bien, je leur pose vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser à n'importe quel moment, et je serai votre relais. Donc moi, tout de suite, je vais laisser la parole à Justine pour ce premier exposé, et ensuite, je pense que nous aurons le témoignage de Robert. À toi, Justine. Merci Julien, merci Chloé. Donc, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire de un peu moins d'une heure maintenant. Donc, je vais vous présenter 2 choses principalement. En fait, on va moins parler de politique publique de l'ESS que de vous présenter en fait quel lien assez naturel d'une certaine manière il peut avoir entre l'économie sociale et solidaire et ce mode de développement des énergies renouvelables qui est porté par les acteurs du territoire. Donc, j'aurai un premier temps sur ça, et puis un deuxième temps qui va présenter les différents modes d'implication des collectivités territoriales pour pouvoir faciliter et contribuer aussi à ces projets de territoire, en me basant notamment sur un guide pratique qu'on a réalisé il y a 1 an maintenant, et puis sur aussi une expérience plus récente d'une collectivité, en l'occurrence la région Occitanie. Donc, rapidement, je vais quelques rappels sur l'ESS. Je pense que vous êtes plus ou moins au fait, mais la dernière loi qui rassemble un peu tout le monde de l'économie sociale et solidaire date du 31 juillet 2014, où ce qui est intéressant, c'est que dans la définition, dans l'article 1, il est bien indiqué à la fois que l'économie sociale et solidaire est à la fois un mode d'entreprendre et de développement économique. Donc voilà, on indique bien ces 2 principaux axes qui sont adaptés à tous les domaines de l'activité humaine auxquels adhèrent des personnes morales de droit privé, avec des conditions qui vont faire écho en fait à ce qu'on peut voir dans les énergies renouvelables citoyennes. Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique, ce qui veut dire que la répartition du pouvoir est liée à une personne et non pas à une détention du capital. Et les excédents participent à l'activité de la structure, au développement de la structure et au développement de son objet social. Dans les politiques publiques, l'économie sociale et solidaire en fait concerne le niveau
régionale. La région doit mettre en place une stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire. Et dans le cadre des STRADET qui sont en cours d'élaboration, il doit avoir une intégration progressive de cette problématique, j'allais dire, mais plutôt de la démarche autour de l'économie sociale et solidaire. Et puis à un niveau aussi plus micro, qui est quand même très, très important, c'est au niveau des agglomérations, des métropoles, des intercommunalités. Alors, je vais vous présenter Énergie Partagée pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, mais sous l'angle justement ESS, puisque à Énergie Partagée, donc on a 2 outils pour favoriser le développement local et collectif des énergies renouvelables, notamment une association. Donc, nous sommes en plein dans l'économie sociale et solidaire. L'association qui agit au niveau national et qui a pour but de promouvoir ce type de développement des énergies renouvelables, de pouvoir conseiller, appuyer les porteurs de projets. Les porteurs de projets, c'est des groupes de citoyens, c'est des groupes d'agriculteurs, c'est des collectivités territoriales qui ont décidé de mener ce projet. On est là pour pouvoir organiser des formations, des webinaires, d'échanges d'expériences, etc. De pouvoir organiser l'échange entre eux, ça c'est très important puisqu'on est non pas dans l'innovation technique, technologique, mais plus dans l'innovation sociale et économique, ce qui est très important. Donc, l'échange d'expérience est vraiment précieux. De pouvoir sensibiliser les collectivités territoriales pour intégrer les énergies renouvelables citoyennes à leur politique, et notamment leur politique énergétique. C'est d'autant plus important actuellement avec l'élaboration des PSAET et des STRADET. Et puis, ça, c'est la première jambe qui accompagne les territoires aux ENR citoyennes. Et on a une deuxième jambe qui est un outil d'investissement citoyen qui collecte l'épargne des citoyens pour pouvoir investir dans les sociétés locales. Donc, concrètement, notre outil d'investissement qui s'appelle Énergie Partagée Investissement n'est pas une structure ESS en tant que telle, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une société en commandite par action, ce qui veut dire qu'il y a les commandités d'un côté et les commanditaires de l'autre. Donc, les commandités, c'est eux qui ont la responsabilité de la politique d'investissement. Donc, en l'occurrence, c'est Enercop, l'ANEF et Énergie Partagée Études. Et puis, il y a les commanditaires qui sont donc les 5200 actionnaires citoyens qui ont décidé de pouvoir donner du sens à leur argent en investissant dans l'énergie partagée. Oui. Juste un petit complément sur la partie énergie partagée investissement, c'est qu'elle est quand même labellisée Finansol et que Finansol, il me semble, est quand même un acteur important de la finance solidaire et donc plus ou moins relié à ce mouvement-là. Oui, et puis je pourrais même rajouter que nous avons l'agrément ESUS. Donc, nous sommes en plein dans l'économie sociale et solidaire aussi. Par contre, statutairement, ce n'est pas le cas. Énergie partagée, c'est un mouvement aussi parce que on n'est pas juste depuis Paris à essayer de pouvoir accompagner les projets citoyens. Ça peut pas se faire comme ça. Et donc, on a des structures qui sont aussi plutôt des structures associatives pour la plupart, qui ont salarié des personnes qui accompagnent directement les projets citoyens. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est que dans les structures accompagnatrices, voilà, pour la plupart, ce sont des associations qui portent ce travail d'accompagnement des acteurs du territoire. Donc là, vous voyez, c'est une carte qui est actualisée, sachant que, pour vous dire quand même, en 2014, il y avait un réseau régional et vous voyez que maintenant, il y en a 10. Donc, c'est important, c'est important pour répondre à la multitude de sollicitations des porteurs de projets. Et c'est aussi possible grâce justement au soutien des collectivités et notamment, en l'occurrence, pour le soutien à ces réseaux régionaux, c'est surtout les régions, les conseils régionaux et les directions régionales de l'ADEME. Alors, voilà. Alors, pourquoi les énergies renouvelables citoyennes et l'économie sociale et solidaire sont-elles imbriquées ? Parce que le principe même des énergies renouvelables citoyennes, c'est de pouvoir développer ces énergies renouvelables au service de l'intérêt collectif
et qu'ils servent le développement économique et social du territoire. Concrètement, ça se passe comment ? On commence par les investissements. Il y a les collectivités, des groupes de citoyens, des entreprises locales, avec, selon les filières aussi, des opérateurs privés nationaux qui vont investir collectivement dans une société. Grâce à ces investissements, on va aussi avoir donc un pied largement dans la gouvernance. On va être maître des décisions que l'on va prendre. Et parmi les décisions qui sont importantes quand on est des acteurs locaux, c'est de pouvoir aussi favoriser les compétences locales. C'est la raison pour laquelle on s'oriente plus sur la partie prestation, où on va, comme c'est possible, en fonction des compétences, privilégier les prestations d'acteurs au niveau technique, notamment d'acteurs locaux. Grâce à l'investissement des acteurs territoriaux qui ont la gouvernance avec des compétences techniques de préférence locale, on va pouvoir mettre en place l'installation d'énergie renouvelable et donc produire de l'énergie. Et donc, par cette activité de production d'énergie, il va avoir donc des revenus. Et ces revenus, là encore, vont pouvoir être orientés vers d'autres projets de production d'énergie renouvelable, vers des activités de maîtrise de la demande en énergie ou toute autre chose qui sert le territoire. Et ça, c'est possible parce que dans la gouvernance, on a bien des personnes qui n'ont pas des intérêts privés, qui privilégient pas leurs intérêts individuels et privés. Donc un projet citoyen, c'est à la fois tout un enjeu autour de faire adhérer les citoyens, les collectivités territoriales et les inviter vivement à aller dans cette aventure-là, d'une manière ou d'une autre. Donc ça nécessite aussi toutes des compétences de ce qu'on peut appeler d'éducation populaire aussi autour de la sensibilisation des énergies renouvelables. Il y a l'impératif du changement climatique et de s'adapter au changement climatique. Les énergies renouvelables sont une des solutions. Ça vaut pour n'importe quel modèle de développement des énergies renouvelables. Et encore, voilà, nous, on sera aussi très regardant sur l'impact environnemental des installations. C'est des ressources économiques supplémentaires en plus de la fiscalité que peuvent toucher les collectivités territoriales. C'est faire en sorte que l'épargne locale serve l'économie locale. Et puis, c'est de la démocratie locale puisque la base des projets citoyens, ce sont des projets collectifs, ce qui veut dire qu'on est dans une gouvernance partagée, de préférence transparente et donc démocratique. Là, j'ai voulu faire juste un comparatif entre donc la définition de l'économie sociale et solidaire, ça peut être statutaire, il y a les associations, il y a les SIC, il y a les mutuelles, mais c'est aussi des définitions autour de valeurs comme l'ancrage territorial, la démocratie, l'émancipation des personnes, et c'est aussi une définition autour des pratiques d'entrepreneuriat, projets collectifs, gouvernance démocratique, etc. Et ces valeurs-là, cette définition est très en phase avec notre charte. Donc, au sein d'Énergie Partagée, on a cette charte qui est le document directeur de toutes nos actions et nos activités, que ce soit pour l'association ou pour notre outil d'investissement, qui est autour donc de 4 principes, qui est on va regarder l'ancrage local, qui est-ce qui a la maîtrise des décisions et du projet, la gouvernance ouverte, tout ça est bien lié. C'est de faire en sorte que les décisions soient prises de façon démocratique. On sera très vigilant à l'impact environnemental des projets, donc ce qu'on appelle l'exigence écologique, et on va aussi apprécier d'autant plus quand le collectif, la structure collective souhaite travailler sur la réduction de la consommation d'énergie. Et puis, un point très important pour nous, c'est la démarche non spéculative. Alors, les projets doivent être rentables. C'est la base. Par contre, une rentabilité qui est modérée, en phase avec les attentes des associés dans la gouvernance. Mais par contre, on refuse la logique spéculative qu'on peut avoir dans le modèle plus
classique, entre guillemets, des énergies renouvelables où des permis de construire éoliens sont revendus de 1 à 10 parfois. Donc, sur ça, on sera très vigilant aussi à ne pas accompagner et financer des projets qui sont dans cette démarche. Donc, les particularités d'un projet d'énergie renouvelable, vous l'avez compris, il y a plusieurs copropriétaires. On va pouvoir parler donc de multisociétariat aussi, dès lors que c'est dans des SIC, dans le cadre de SIC qui se composent, mais après on va parler plus d'actionnaires ou de coactionnaires dans des statuts juridiques comme des sociétés par action simplifiée. C'est la partage de compétences. On est sur l'intelligence collective, on est sur des compétences plurielles. On va faire appel à des structures professionnelles sur la partie technique, mais ça nécessite aussi des compétences en termes de financement de projet, mais aussi de mobilisation collective, de prise de décision concertée et collective. Et ça, c'est une des particularités, un des enjeux aussi à mener pour toutes ces sociétés de projets. Et puis des projets de production pour l'intérêt collectif. La redistribution des bénéfices doit servir d'autres projets autour de la MDE, de la maîtrise de la demande en énergie, et puis rémunérer les actionnaires, les sociétaires en fonction de ce que le collectif, le groupe de porteurs de projets aura décidé, mais dans une mesure acceptable. Donc la SIC, je pense que tout le monde connaît, mais j'ai préféré quand même faire un rappel. Elle se situe entre le droit commercial et le droit des coopératives. Les fondamentaux, c'est une personne égale une voix, une distribution des excédents limités, un multisociétariat au moins avec 3 associés. Ce qui est très important pour nous, en fait, on le voit dans les énergies renouvelables citoyennes, c'est que depuis la loi de l'économie sociale et solidaire du 31 janvier 2014, une SIC peut être aussi sous forme de société par action simplifiée et non plus que sous forme de société anonyme ou SARL. Et la place des collectivités au sein des SIC est possiblement plus grande puisque il est possible maintenant que les collectivités investissent dans le capital des sociétés jusqu'à 50% du capital. Et ça, c'est une évolution très intéressante et très positive pour nous. Donc, à Énergie Partagée, on a mis en place une base de données collaborative qui est alimentée par les animateurs régionaux que vous avez vus tout à l'heure. On recense 41 SIC dans les énergies renouvelables citoyennes, 16 associations dans les énergies citoyennes. Alors, ce sont soit des associations de préfiguration qui vont se transformer en SIC, ou des associations en fait qui initialement pourraient être pensées pour être transformées en SIC. En fin de compte, il y aura cette association qui va continuer, notamment sur des actions d'animation, et puis une société qui sera créée pour l'activité de production d'énergie renouvelable. On a aussi, et c'est là où on voit, vous voyez là, on compte 103 sociétés par action simplifiée, donc c'est beaucoup plus que les SIC et les associations, avec un fonctionnement coopératif. Pour nous, c'est important aussi. Alors, ce sera pas forcément un homme égale une voix dans les sociétés par action simplifiée. Ça va fonctionner par collège. Mais il y a cette volonté des porteurs de projets de pouvoir mettre dans les statuts un fonctionnement plus coopératif qu'une société par action simplifiée classique. Donc ça, c'est aussi une des particularités, je dirais, des énergies renouvelables citoyennes. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que là, on voyait différentes couleurs. Si je reviens dans la slide précédente, en fait, les points jaunes, ce sont des projets photovoltaïques. Et vous voyez qu'il y a des projets photovoltaïques, mais aussi des projets éoliens. Et généralement, les projets éoliens généralement, c'est même exclusivement, vont être en statut en société par action simplifiée. C'est notamment dû au fait que la réserve obligatoire des SIC est contraignante pour les sociétés par action simplifiée. Et certains veulent aller aussi plus loin dans la rémunération des actionnaires. Voilà, n'hésitez pas, je vois pas les questions, mais s'il y a des questions, Julien, n'hésite pas à m'en faire part avant que je
je continue sur la deuxième partie de ma présentation. Écoute, pour l'instant, les participants à la fois sur Facebook et à la fois en direct là, sont pendus à ton discours et n'osent pas t'interrompre. Il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, une deuxième partie à ma présentation qui est sur quel rôle peuvent jouer les collectivités territoriales dans les énergies renouvelables. Alors, pour traiter cette question et pour vous donner des éléments de réponse, il faut quand même avoir en tête les grandes lignes et les grandes étapes d'un projet d'énergie renouvelable. Citoyen. Et là où on se distingue des projets qui ne sont pas forcément portés par des acteurs du territoire, c'est surtout sur cette phase émergence qui est importante, où la phase d'émergence peut prendre plusieurs mois, voire parfois plusieurs années aussi. C'est la constitution d'un groupe moteur, c'est aller chercher un peu de subventions pour payer du temps, enfin pas du temps, mais des frais de mobilisation, d'impression, de location de salle, etc. Et puis au niveau technique, c'est commencer à évaluer l'opportunité des sites, que ce soit, quelle que soit la filière. Après, il y a une phase de développement. La phase de développement, il faut à la fois élargir le groupe porteur pour qu'on soit plus que 5 ou 10, mais beaucoup plus nombreux, pour qu'on puisse aussi proposer aux personnes d'investir dans cette phase-là, qui est une phase très à risque, parce qu'on ne sait pas encore si le projet va pouvoir se faire. Il y a la partie développement technique où là, on va faire des études de faisabilité, on va commencer à déposer les autorisations administratives. Alors, en fonction de la filière, ça peut prendre 1 an, voire 6 ans, 1 an plutôt sur le photovoltaïque et 6 ans plutôt sur l'éolien. Voire aussi la méthanisation. Et puis, il y a l'enjeu non plus de trouver des subventions, mais aussi de pouvoir financer le développement du projet. Et ça passe pas que par les citoyens qui prennent des risques, mais ça passe aussi par d'autres outils que je présenterai tout à l'heure. Et puis, il y a la phase, il y a aussi toute la partie capitalisation des fonds propres, c'est-à-dire aller trouver des investisseurs pour pouvoir constituer le capital social, les fonds propres, pour ensuite aller voir les banques pour qu'elles puissent prêter suffisamment, sachant que dans les énergies renouvelables, généralement, on est sur du 70 à 80% d'emprunts bancaires et le reste, ça doit être le capital. Donc, quand on est sur des projets éoliens à 12 millions d'euros, on est sur du capital, donc de l'investissement des citoyens, des collectivités à hauteur de 2-3 millions d'euros. Et le reste, c'est les banques. Donc, vous voyez bien que sur la qualité, entre guillemets, des investisseurs, il faut montrer qu'il y a des garanties pour que les banques puissent aussi accepter de prêter. Et il y a la phase chantier où là, on a eu de l'emprunt bancaire, on est en pleine collecte de fonds et on va pouvoir donc rentrer dans le chantier et installer, commencer les travaux pour l'installation. Puis après, il y a la phase d'exploitation. Donc voilà dans les grandes lignes les différentes grandes étapes des énergies d'un projet d'énergie renouvelable. Donc sur le financement de la phase de développement, il y a plusieurs outils. On a la partie dons, cotisation, quand on a une association de préfiguration qui a été créée, où les personnes peuvent donner ou sous forme de cotisation. Il y a les subventions de collectivités, mais ça peut être de financeurs de fondations, notamment il y a la Fondation de France qui a joué ce rôle-là pour certains projets. Il y a du mécénat. On voit que en termes de financement, mais aussi d'apport, des structures comme l'Alter Incube, l'incubateur d'innovation sociale en Occitanie ou en Midi-Pyrénées particulièrement, joue un rôle important pour pouvoir soutenir les porteurs de projets pour leur demande de financement, pour l'élaboration du plan d'affaires.
Et puis après, on a aussi des plateformes de crowdfunding qui vont pouvoir aider au financement du développement, comme Zest, un outil de la NEF, comme Hello Asso, etc. Et puis après, il y a dans la phase de développement, il peut avoir des outils où là on est plutôt dans la phase de développement risqué, des outils qui sont solides, mais qui on dit plus coûteux dans le sens où ils vont demander des intérêts et c'est pas juste un prêt à taux zéro comme on peut avoir et comme font certaines régions. Et donc on a des outils comme nouvellement le fonds Énercité qui est un fonds qui est abondé par la Caisse des dépôts, l'Ircantec et le Crédit coopératif et qui est là pour pouvoir financer le développement des projets d'énergie renouvelable citoyens. Après, on est sur des projets qui sont quand même d'un dimensionnement assez important puisqu'ils sont autour de minimum 1 mégawatt. Donc, il faut aussi, pour des plus petits projets, trouver d'autres manières de pouvoir financer le développement. Les collectivités peuvent aussi jouer un rôle dans ça, mais ça reste quand même assez limité. Et puis après, on a les plateformes de crowdfunding qui peuvent proposer leurs services. Hop. Donc, quelle forme d'implication pour les collectivités ? Les collectivités, elles peuvent être facilitatrices, contributrices et investisseurs. Facilitatrices, c'est typiquement la mise en relation déjà entre acteurs, entre des dispositifs existants dans la région ou dans un périmètre donné avec l'association de citoyens. C'est pouvoir mettre à disposition facilement des données territorialisées. C'est de la mise à disposition de foncier, de patrimoine communal et de faire en sorte aussi de prévoir un cadre plus incitateur pour les groupes de citoyens, ne pas passer par des marchés ou en tout cas avoir des cahiers des charges qui soient aussi en phase avec la possibilité de portage citoyen. Ça peut aller jusqu'à modifier le plan local d'urbanisme. On l'a vu notamment à la ville de Rueil-Malmaison, ils ont fait ça pour pouvoir faciliter l'installation de photovoltaïque en terrasse. Et puis, la collectivité peut aussi avoir un rôle de soutien quand il y a des blocages pour recevoir une autorisation administrative. La collectivité peut aussi inciter l'administration à aller un peu plus vite. La collectivité peut être contributrice. Donc la contributrice, c'est de donner un cadre pour pouvoir organiser la concertation sur le territoire. Ça, c'est vraiment important, notamment sur des projets éoliens ou de méthanisation, voire même aller jusqu'à élaborer un cahier des charges pour pouvoir mettre en concurrence des opérateurs privés avec comme condition un ancrage local, une maîtrise locale des décisions. Ça, c'est vraiment, là, on va même jusqu'à ce qu'on appelle du co-développement et la collectivité peut réellement jouer un rôle par son autorité et par sa légitimité. Il est possible aussi de mettre mettre en place un fonds de garantie ou faciliter l'accès aux prêts bancaires ou voire même être caution de projets. On l'a vu sur des projets de bois énergie notamment. La commune s'est portée caution du projet de bois énergie sur son territoire, ce qui accélère les choses, notamment sur les relations avec la banque. Et puis, de manière plus classique, l'octroi de subventions, d'avances remboursables pour la phase d'amorçage. Alors, on reviendra dessus puisque la région Occitanie dans son appel à projet, a revu ça pour ne plus faire d'avance remboursable. Mais... Oui, vas-y Julien, je t'écoute. Oui, Justine, j'ai une première question de Thibaut Derrien. Est-ce que tu peux aller un poil plus loin sur la notion de modification du PLU pour faciliter l'installation du solaire ? Plus loin, non, ça va être compliqué. Je sais pas exactement comment ça s'est passé en fait.
Donc, je sais que je suis au courant du résultat. Par contre, sur la manière dont ça s'est déroulé, j'ai pas d'informations, mais ça va pas être très compliqué à avoir l'information. Je pourrais récolter plus de précisions auprès du porteur de projet de Rueil-Malmaison. Ok, merci. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Ah ben, je vois qu'il y en a une autre qui arrive. Il faut une modification de la vocation des parcelles concernées. Voilà, ben, en fait, c'est les participants qui se répondent entre eux, donc c'est parfait. C'est ça l'intelligence collective. Et puis donc le troisième niveau et degré d'implication d'une collectivité, c'est l'investissement dans les sociétés de projet. Via une SEM, c'est naturellement le cas puisque une SEM doit avoir un capital majoritairement public. Via une SIC, comme on l'a vu, c'est possible jusqu'à 50% du capital. Et dans une société par action simplifiée, c'est possible depuis la loi de transition énergétique de 2015. Par contre, sur ça, il faut rester quand même très vigilant parce qu'il y a un flou dans le sens où il ne faut pas que ce soit requalifié en société, en société d'économie mixte, là, en SEM. Donc, éviter que ce soit à plus de 50% du capital. Voilà, il y a un peu un flou entre le droit des collectivités et cette loi. Par contre, on a vu que certaines collectivités ont pu mettre en pratique cette évolution législative, notamment la métropole de Grenoble qui a investi dans une SAS très rapidement en 2016 après la loi de transition énergétique. Donc, c'est possible. Il faut être vigilant à la proportion en fait dans le capital. Généralement, nous, ce que notre juriste nous dit, c'est que il faut pas dépasser les 33%. Mais voilà, là sur ça, pour le moment, de toute façon, on n'a pas d'expérience de collectivités qui vont au-delà des 33%, ce qu'on appelle la minorité de blocage. Alors rapidement, quelques exemples, parce que vu le temps, je vais passer après la parole à Robert. Là, c'était un exemple autour du syndicat intercommunautaire des Monts du Lyonnais, qui a joué un rôle important, plutôt dans l'axe facilitateur et incitateur sur un projet de méthanisation, puisqu'ils ont financé l'étude de potentiel du développement de la méthanisation donc sur le territoire des Monts du Lyonnais. Ils ont accompagné la constitution du groupe porteur en organisant des réunions publiques, en organisant des formations avec la Chambre d'agriculture, à destination des agriculteurs, à destination des élus, en organisant des voyages d'études, notamment en Belgique, pour montrer comment c'est fait, comment c'est possible. Et puis, ils ont mis aussi des moyens humains, puisqu'il y avait à la fois un 0,2 ETP sur tout ce travail d'accompagnement. Ils ont fourni un appui financier, un appui institutionnel et financier au cofinancement du dispositif Leader. Voilà, ils ont joué un rôle dans la phase d'émergence qui était essentiel pour pouvoir ensuite donner les moyens au groupe d'agriculteurs de continuer leur route de manière aussi autonome. La métropole de Grenoble, comme je le disais, ça a été la première métropole, à ma connaissance, qui a investi dans une société par action simplifiée à la suite de la loi de transition énergétique. Ils ont investi 20 000 euros. Je sais qu'ils ont remis au pot cette année aussi. Ils sont dans le collège fondateur qui représente 30% des voix. Et ils ont financé les études de faisabilité, non pas dans une enveloppe transition énergétique, mais ils ont justement utilisé plutôt l'enveloppe économie sociale et solidaire. Et puis dernier exemple que je voulais un peu m'arrêter dessus, c'est, alors là j'ai repris les slides de la région Occitanie et de l'ADEME Occitanie parce qu'ils sont intervenus pour nous à un webinaire sur les SRADET en juin dernier. Je vous invite d'ailleurs à le revoir parce qu'ils sont passionnants. Voilà, ça c'est un dispositif qui est très intéressant. Donc un appel à projet on en est à la 4e saison, qui a commencé en juin 2014, donc dans le cadre de l'ancienne région Languedoc-Roussillon.
mais toujours en partenariat ADEME et région. L'appel à projet a permis de pouvoir financer, je reviendrai après sur le contenu de l'appel à projet, les 11 porteurs de projets. En 2016, le deuxième appel à projet, il y a eu 16 lauréats et en 2017, 30 lauréats. Et ça a été possible parce que parallèlement, ils ont subventionné la création et le développement d'un réseau régional qui s'appelle Éclair, qui maintenant, ils sont passés de 1 salarié à 3 salariés, qui sont là pour pouvoir accompagner les acteurs du territoire, les collectivités, les agriculteurs et les citoyens dans le montage de projets et aussi pour répondre à cet appel à projet. Donc l'accompagnement autour de l'appel à projet, c'est de l'aide à la décision au moment de l'étude de faisabilité et c'est une prime citoyenne. Donc au moment du financement, au moment que le projet est dérisqué, ou dès lors qu'il y a un citoyen qui investit 1 euro, la région investit 1 euro. Alors, vous voyez qu'il y a une croix autour de quelque chose que vous ne voyez pas très bien, c'est l'avance remboursable. Lors des 3 premiers appels à projet, ils avaient mis en place une avance remboursable, mais ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était compliqué administrativement, à la fois pour la région, mais pour les porteurs de projets, ce dispositif d'avance. Donc, ils avançaient au moment du développement, et puis une fois que le projet est en production, ils remboursent, donc c'est un prêt à taux zéro. Donc, c'était trop contraignant à la fois pour la région et pour les porteurs de projets. Donc, ils ont fait évoluer l'appel à projet de 2018 en mettant en place des avances et des subventions directement sur la partie aide à la décision et prime citoyenne et plus d'avances remboursables comme telles. Donc les aides à la décision, elles vaut pour les sociétés locales qui se sont déjà créées en SIC, en SAS, pour les collectivités et pour les associations. Elles financent pas que les études de faisabilité technico-économique, mais elles sont là aussi pour pouvoir financer tout ce qui fait la particularité des projets d'énergie renouvelable, donc la mobilisation, la concertation, travailler sur le montage juridique le plus en adéquation avec l'objet et les principes forts du projet, et puis financer l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc en termes de financement, c'est donc du cofinancement ADEME Région. Ça peut aller jusqu'à 70% du montant des études, donc avec une assiette à 50 000 euros. Mais en 2018, ils voulaient aussi financer des projets de plus grande ampleur, de plus grande taille, où là, le seuil, c'est 100 000 euros. Sur la prime région, la participation citoyenne, donc là c'est très intéressant puisque donc les bénéficiaires ce sont les sociétés qui ont bénéficié de l'aide à la décision et les conditions c'est que le projet ne doit pas encore être réalisé, qui doivent faire la preuve qu'il y a eu des actions autour de la mobilisation citoyenne et de l'épargne citoyenne, d'assurer qu'il va y avoir au moins 20 citoyens dans la société locale, de fournir des devis matériels, de prouver la maîtrise locale et de fournir le modèle économique de l'opération. Concrètement, c'est donc 1 euro citoyen, 1 euro région, mais donc avec un seuil, ça ne doit pas dépasser donc 500 euros maximum par citoyen, personne physique, et ils vont financer 100 000 euros maximum. Donc typiquement sur un projet de 300 000 euros d'investissement de fonds propres, si il y a 150 000 euros d'investissement citoyen, la région va financer jusqu'à 100 000 euros maximum. Sur cette partie-là, pour les 3 premiers appels à projet, la région a participé à hauteur de 600 000 euros, sachant que sur l'aide à la décision, c'est près de 2 millions d'euros qui ont été apportés à ces sociétés. Voilà, et je termine là pour vous dire qu'on a une dizaine de témoignages de bonnes pratiques qui sont recensées dans le guide pratique et qui a été ma source d'inspiration pour ce webinaire. Merci. Merci beaucoup Justine. Effectivement, beaucoup d'infos, on nous le dit aussi sur Facebook. Et nous avons Robert Rochaud qui piaffe d'impatience. Et donc je l'invite à voilà. Bonjour Robert. Encore merci pour
pour remplacer au pied levé le témoin défaillant. Et donc, effectivement, Robert, ben, je crois que Justine et Chloé avaient une petite série de questions à te poser. Je demande aussi à Thibaut Derrien, qui vient de poser une question sur la facilitation des prêts bancaires, d'attendre un petit peu. On va prendre le témoignage de Robert et on reviendra vers cette question s'il reste un peu de temps après. À toi, Robert, donc. Oui, donc bonjour à tous et toutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais présenter donc Poitou Énergie Citoyenne, les porteurs de projets, c'est quoi? Pourquoi on a choisi le statut SIC? Quelles sont les raisons personnelles pour lesquelles je me suis impliqué en lien avec mon ancien mandat, puisque comme vous l'avez dit, donc je suis un ancien élu donc de Poitiers. Et puis les relations qu'on a avec les collectivités et les perspectives. Alors, pour faire rapidement, les présentations des porteurs de projets de Poitou Énergie Citoyenne, on est un groupe de citoyens, en fait, donc les fondateurs de Poitou Énergie Citoyenne, c'est 14 citoyens et une personnalité morale et qui se sont regroupés donc dans le but de développer les énergies renouvelables, mais pas seulement les énergies renouvelables, puisque dans nos statuts est prévu d'une part donc le fait de vouloir mettre en débat dans la population donc le bien commun, les biens communs que sont l'énergie. Faire en sorte que ça ne soit pas seulement dans un petit comité que ce débat se déroule, et puis globalement que donc produire des énergies renouvelables, mais aussi travailler bien évidemment sur un triptyque qui est celui de Négawatt, dont certains peut-être connaissent les implications, qui sont d'abord la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'a pas besoin de consommer, donc la sobriété énergétique. Le deuxième axe, c'est l'efficacité énergétique, et le troisième axe, c'est la production des énergies renouvelables, le remplacement des énergies fossiles par les énergies renouvelables. Voilà. Donc et puis une précision peut-être par rapport à ce que Justine vous a dit tout à l'heure. Donc nous sommes constitués en SIC, mais une SIC par action simplifiée et à capital variable. Voilà, donc ça veut dire qu'on a pris en compte d'une part la volonté donc d'être en SIC, et je vais revenir dessus, et puis les possibilités offertes par la dernière loi, donc qui offre des simplifications par rapport à ça. Alors pourquoi avoir choisi une société coopérative d'intérêt collectif? Ben là tout simplement, je dirais que c'est d'abord reprendre le principe cher donc de l'économie sociale et solidaire, qui est une personne, une voix. Voilà, donc c'est d'abord, je dirais, ça qui nous a motivés au-delà du capital que peut apporter chacune des personnes. Le statut qu'on a fait permet d'accueillir donc différentes catégories d'associés coopérateurs, des simples porteurs de parts sociales, des gens qui soutiennent de manière plus particulièrement, donc qui ont investi un peu plus de parts sociales, les salariés éventuels, les entreprises et les acteurs publics. Et pour nous, le multi-actionnariat, justement, dont il a déjà été question, a pour objectif de construire une œuvre commune dépassant les éventuels intérêts particuliers. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que dans les SIC, vous savez, de par les statuts des SIC, une part importante des résultats s'ils sont positifs, sont destinés à investir dans de nouveaux projets plutôt que d'être redistribués aux sociétaires, donc dans d'autres projets ou dans des projets de maîtrise de la dépense énergétique ou dans l'efficacité énergétique. Donc voilà, je dirais, bon, là on retombe vraiment directement sur les principes de l'économie sociale et solidaire en matière de gouvernance et puis de rentabilité sociale et économique. Alors, troisième question, pour quelles raisons je me suis impliqué et les liens avec mon mandat.
Dans le mandat, donc dans mon dernier mandat, j'étais adjoint donc en charge des bâtiments et de l'efficacité énergétique. Donc j'étais en capacité de développer quelques projets oui de mise en œuvre d'énergie renouvelable, donc quelques structures en particulier. Mais surtout, j'ai découvert à cette occasion-là le mouvement énergie partagée au cours du mandat. Et j'ai trouvé vraiment que cette idée de permettre aux citoyens de s'investir dans ces projets-là, d'une part par leur argent, mais aussi dans la gouvernance, c'était quelque chose de très intéressant. Et je me suis dit, lorsque j'aurai fini donc de mon mandat que je savais donc en 2014 je ne me représenterai pas, je me suis dit eh bien voilà je vais consacrer un peu de mon temps donc à développer cette idée. Les autres raisons personnelles, c'est que je suis convaincu que la transition énergétique ne se fera réellement que si les citoyens s'en mêlent. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité par rapport à ça, mais par exemple les retards qu'il y a dans l'annonce de la programmation pluriannuelle de l'énergie, par exemple, donc montrent bien que les lobbies sont à la manœuvre, sont importants et qu'il faut que les citoyens s'en mêlent. Et puis la dernière raison, et c'est sans doute peut-être la plus importante, c'est que j'ai des petits enfants et je suis inquiet du monde qu'on est en train de leur laisser. Alors concernant dernière partie, les relations avec les collectivités et les perspectives. Eh bien d'abord, nous avons répondu à un appel à projet de la mairie de Poitiers qui, dans le cadre de la remise en état d'une friche industrielle d'une ancienne scierie qui est en plein cœur de Poitiers, sur une rivière donc qui traverse Poitiers. Donc nous avons répondu à cet appel à projet pour remettre en service la microcentrale électrique donc qui existait et qui a fonctionné jusque dans les années 1980. Voilà, donc malheureusement pour diverses raisons, donc le projet n'a pas pu aboutir pour le moment. Mais comment dire, les génératrices, les turbines sont toujours en place et donc elles sont toujours en bon état et on ne désespère pas que dans quelques années on pourra peut-être les remettre en service. Ce que nous faisons par ailleurs, dans la mesure où je suis un ancien élu, ça veut dire que bien évidemment je connais encore beaucoup d'élus donc de Grand Poitiers, et ça veut dire que donc les contacts sont relativement plus faciles par rapport à ça, et donc nous intervenons, nous sollicitons des rencontres avec les mairies, d'une part pour leur faire savoir que nous existons, et puis d'autre part pour aussi voir si il y a des projets de production d'énergie renouvelable que nous pourrions faire en commun. Et à ce sujet-là, nous nous appuyons sur il existe donc au niveau de la région un centre régional des énergies renouvelables, le CRER, qui fait des études donc sur les bâtiments publics à partir du moment où les collectivités sont adhérentes de cette structure, ce qui est le cas de Grand Poitiers. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de communes de Grand Poitiers qui ont fait faire des études sur leurs bâtiments, par exemple. Et donc nous essayons alors pour le moment, les communes ont fait faire ces études, mais il y en a peu qui sont passées à l'action. Et donc, nous essayons de les sensibiliser et de voir si nous pourrions donc faire développer des projets en commun sur ce sujet. Nous intervenons également au conseil municipal à leur demande pour présenter donc ce que nous sommes et les différentes façons d'intervenir d'une collectivité, de s'impliquer. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus, c'est ce que Justine vous a présenté tout à l'heure sur les aspects facilitateurs, contributeurs et investisseurs.
je dirais que malheureusement pour le moment, sur le secteur en particulier, donc notre SIC existe, mais il y a relativement peu, nous n'avons pas encore, comment dire, pu faire de projets en commun, et c'est vraiment quelque chose qui est dommageable, me semble-t-il. Alors je ne me souviens plus si Poitiers en tant que tel est adhérent au territoire de l'économie sociale et solidaire. Donc mon expérience quand même d'ancien élu fait que les élus en charge de l'économie sociale et solidaire ou les populations qui gravitent autour de ça. Donc à Poitiers, c'était surtout l'intégration par l'activité économique qui était dans ce domaine-là. Sont des secteurs qui peuvent être sensibles à ça, et ce que j'aurais envie de dire, moi, aux collectivités locales, ou les élus, ou les services qui sont présents ici, c'est que s'il y a des structures équivalentes à la nôtre qui existent, ou dans l'économie sociale solidaire, eh bien, essayer de se mettre en relation avec elles, et puis d'essayer de voir ensemble comment on peut développer ces projets. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'invite tous ceux, il reste 5 minutes maintenant sur ce webinaire, et j'invite tous ceux qui voudraient interroger Chloé, Justine ou Robert à le faire maintenant. J'ai rediffusé le lien vers justement cette ressource un peu clé qu'on a sortie effectivement à la fin de l'année dernière, sur les collectivités territoriales, parties prenantes des projets. Je viens de diffuser aussi également une ressource qui provient d'une participante Facebook, et donc qui diffuse donc un guide sur les bonnes pratiques de l'ESS. Vous pourrez justement le télécharger. Justine ou Chloé, est-ce que vous avez des compléments à apporter éventuellement à ce qui a été dit, Chloé? Oui, merci. En fait, peut-être 2 infos. Monsieur Rochaud l'interrogeait. Donc, vous dire que la ville de Poitiers n'est pas membre du RTS, mais le Grand Poitiers l'est, en revanche. Par rapport aux ressources, je pense qu'effectivement, je vous ai partagé tout à l'heure le point de repère du RTES sur SIC et collectivité. C'est vraiment tout un point sur toutes les façons dont les collectivités territoriales peuvent accompagner ou s'investir au sein d'une SIC. Et sur le site du RTES, vous retrouvez également des articles et des fiches dénichées pour vous, de différents exemples de projets d'énergie renouvelable citoyens accompagnés par des collectivités. Mais j'imagine qu'on fera peut-être un espace ressources qui réunit tous ces documents par la suite. Et peut-être, alors c'était une des premières slides, mais bon, je me permets d'y revenir parce que c'est un point sur auquel on est attaché au RTES. Tout à l'heure, Justine disait que les régions et les agglomérations étaient responsables et pouvaient développer des politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire. Juste vous redire qu'au RTES, on pense que tous les niveaux de collectivité peuvent développer et accompagner l'économie sociale et solidaire. Les régions et les agglomérations ont des compétences économiques, en tout cas la région a la compétence économique, et les agglomérations et métropoles ont en partie cette compétence qui leur est déléguée, mais toutes les collectivités peuvent s'en emparer. Voilà. Je me permets de leur dire que c'est un point important. Eh bien, merci beaucoup. Alors, il y a quelques questions qui n'ont pas été traitées à la fois de nos participants Facebook comme de nos participants qui étaient peut-être un peu pointus sur tel et tel sujet de portage économique, etc., et qui rentraient pas forcément dans le champ des compétences de nos différents intervenants. Alors, je vous prie de m'excuser pour ça, mais bon, en fouillant un peu ou en nous adressant ces questions par écrit, bien sûr, on vous répondra. Il est 13h50, donc il est le temps de vous dire au revoir, de vous dire merci. Vous étiez donc 8 sur Facebook et 20, un peu plus de 20 à assister à ce webinaire en direct. Merci beaucoup. Vous retrouverez tous un compte-rendu de ce webinaire qui comprendra une vidéo que vous pourrez regarder à loisir, et bien sûr les différents supports que vous avez pu voir projetés sur votre ordinateur ou devant votre page Facebook.
Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. Au revoir.